Lorsque les premières images de l'épave du Titanic ont été dévoilées en septembre 1985, le monde entier a retenu son souffle. Les spectateurs restaient figés devant leurs écrans, voyant réapparaître le paquebot après plus de 70 ans. Où le Titanic a-t-il sombré, vous demandez-vous? À environ 600 km des côtes de Terre-Neuve, au Canada. Ce paquebot, jadis proclamé insubmersible, repose à présent dans une obscurité totale, près de 3840 mètres, sous la surface. Oui, telle est la profondeur où gîte le Titanic. Pourtant, malgré cette descente vertigineuse, la proue demeurait étonnamment préservée. Les rambardes subsistaient, les chaînes d'ancre également, et l'on reconnaissait encore les courbes du navire. La poupe, en revanche, fut très peu évoquée dans les nouvelles de l'époque, pour une raison dont on parle rarement aujourd'hui. Il se trouve que ces images avaient une portée bien plus grande que de simples vues saisissantes et étranges. Elles apportaient enfin la démonstration de ce qui s'était véritablement produit lors du naufrage de 1912, au cours duquel plus de 1600 personnes perdirent la vie. Et, avant que vous ne cherchiez combien ont survécu, autant vous le dire tout de suite, 706. Parmi les survivants, certains affirmaient avoir vu le navire se briser en s'enfonçant. D'autres assuraient qu'il avait sombré d'un seul bloc. Et finalement, les enquêteurs adoptèrent cette version. Les rapports officiels conclurent donc que le Titanic avait disparu intact. Pendant 73 ans, ce récit demeura l'histoire officielle, jusqu'à ce que l'on découvre l'épave au fond de l'océan. Lorsque les photographies sous-marines furent publiées, elles le confirmèrent. Le paquebot s'était bel et bien brisé en coulant. Et si nous venons de contempler les images de la proue, cela signifie que la poupe se trouve également dans les parages, n'est-ce pas? Eh bien, en quelque sorte. Nous l'avons localisée, à environ 610 mètres de la proue, reposant sur le fond océanique. Donc oui, elle se trouve bien là. Mais pourquoi personne ne mentionne ce qu'il est advenu de la poupe du Titanic? La raison est majeure. La proue, malgré les dégâts causés par le choc avec le fond, demeure encore identifiable. Beaucoup de ces espaces intérieurs sont étonnamment conservés et elle repose comme si le navire poursuivait son périple sous les eaux. La poupe, en revanche, est détruite. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un amas tordu d'acier, à peine reconnaissable comme navire. Seules les structures les plus robustes, hélices, moteurs alternatifs et gouvernail, ont conservé leur forme, tandis que le reste se fond progressivement dans le sol marin. Pour comprendre pourquoi elle se trouve dans un état si lamentable, il faut remonter à cette nuit glaciale du 15 avril 1912, celle du naufrage du Titanic. Quelques heures avant la tragédie, le paquebot glissait encore paisiblement sur l'Atlantique Nord. La poupe vibrait de vie, familles en discussion, musique, activités du quotidien. C'était là que se situèrent les cabines des détenteurs de billets les moins chers, raison pour laquelle les passagers de 3e classe étaient aussi appelés passagers de l'entrepont. Mais la poupe n'était pas réservée aux voyageurs, elle abritait aussi de nombreux espaces de stockage, cales à cargaison, salles à bagages, cuisine, quartier de l'équipage et même les espaces techniques. Retenez cette information, elle sera bientôt cruciale. Passons directement au moment où le paquebot percuta l'iceberg. Alors que la proue s'enfonçait, la poupe se souleva lentement hors de l'eau, imposant une tension énorme au centre du navire. Vers 2 heures du matin, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Quelques instants plus tard, le navire se rompit en deux, et la proue disparut sous les flots. La poupe se posa brièvement sur l'eau, avant de se redresser presque verticalement. Elle demeura droite pendant quelques secondes, puis entama son plongeon final. Vers 2h20 du matin, la poupe disparut dans l'Atlantique. Le Titanic avait sombré. Sous l'eau, 2 scénarios totalement distincts se déroulaient. Tout d'abord, la proue se remplissait lentement d'eau et descendait presque en dérivant comme un sous-marin, ce qui lui permit de conserver sa forme et de rester largement intacte. La poupe, en revanche, connut un destin bien différent. Là où le navire s'était brisé, elle fut déchirée sur toute sa largeur. L'eau s'engouffra par cette ouverture à une vitesse prodigieuse, provoquant une inondation soudaine qui précipita la poupe vers le fond bien plus rapidement que la proue. Ce flux de turbulences arracha et dispersa de nombreux débris sur le plancher océanique alentour.
Rappelez-vous ce que nous avons évoqué à propos des espaces internes de la poupe. Ces vastes zones de stockage étaient ouvertes, et nombreuses contenaient des poches d'air. Lorsque la poupe se détacha, ces compartiments emprisonnaient encore de l'air. En tournoyant dans les profondeurs, la pression croissante de l'eau écrasa ces poches une à une. La structure environnante implosa, projetant morceaux de métal, meubles, statues et effets personnels des passagers sur le fond océanique. De nombreux experts estiment que cette immense pression fit s'effondrer cette section au fur et à mesure de sa descente, expliquant pourquoi il en reste si peu à voir aujourd'hui. Vous savez désormais pourquoi la section arrière du Titanic demeure un mystère. On n'en parle guère, simplement parce qu'il n'y reste presque rien à observer. C'est une part de l'histoire du navire trop brisée, trop douloureuse pour être évoquée ouvertement. Le côté du paquebot véritablement perdu. Et désolé de vous apprendre qu'il en sera de même pour l'étrave. Sa présence n'est pas éternelle. La forme emblématique de l'épave se transforme chaque année, et non pour le mieux. La partie avant du Titanic se détériore progressivement, et finira, un jour, par disparaître complètement. Au fond de l'océan, le Titanic subit une pression immense, près de 390 fois supérieure à celle à la surface. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'existe plus de poches d'air à l'intérieur, donc de grandes implosions ne se reproduiront pas. La mauvaise, en revanche, est que le poids même du navire contribue désormais à le déchirer. Alors que ces 52 000 tonnes d'acier s'enfoncent progressivement dans le sol océanique, elles tordent et arrachent la coque. Les missions submersibles ont déjà relevé de larges fissures parcourant les plaques d'acier et même les ponts commencent à s'effondrer. Il y a un autre facteur. L'épave peut paraître aujourd'hui fascinante et inquiétante. Mais cette apparence provient d'une épaisse couche de bactéries et de microbes qui la recouvrent. Le problème, c'est qu'ils dévorent lentement le Titanic. La majeure partie de la corrosion qui s'opère sur place est causée par ces bactéries, affaiblissant progressivement l'ensemble de la structure. Les plaques d'acier, les poutres et les supports s'amincissent chaque année. Les scientifiques estiment que le navire perd entre 130 et 200 kg de fer par jour. Même à ce rythme, l'épave ne disparaîtra pas en un jour. Les experts pensent qu'il faudra jusqu'à 420 ans pour qu'elle disparaisse totalement. Jusqu'alors, nous continuerons à observer ce processus triste mais naturel. Des sections du navire se sont désintégrées progressivement depuis la nuit du naufrage. Et beaucoup de choses ont déjà changé depuis le début des photographies sous-marines, comme des parties de rambardes tombées ou le plafond de la salle de bain du capitaine qui s'est effondré. C'est pourquoi de nombreuses expéditions se consacrent désormais à capturer des images et des scans détaillés de l'épave du Titanic, afin d'en préserver la mémoire avant que l'océan ne l'emporte entièrement. C'est notre manière de maintenir vivante cette histoire, alors que le temps et la nature poursuivent leur travail silencieux. Peut-être que ces bactéries voraces pourront faire une pause, laissant le Titanic reposer en paix encore de nombreuses années. Titanic. The Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. The Titanic. Titanic. The Titanic. Félicitations! Vous pouvez oublier tout ce que vous avez vu dans les films, lu dans les livres et les journaux, ou même entendu dire. Désormais, nous disposons de l'étude la plus détaillée et la plus fiable sur le célèbre navire naufragé. Un scan 3D à grande échelle du Titanic nous permet de voir dans les moindres détails tout ce qui s'est passé lors de la catastrophe. Et soyez assurés, il s'est passé beaucoup de choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Êtes-vous prêts pour de nouvelles découvertes sur le Titanic? Allons-y. Je parie que tout le monde, mais que sais-je au fond, connaît déjà dans ses grands traits l'histoire de cette terrible nuit. Mais juste au cas où, voici un résumé rapide. Le 10 avril 1912, le gigantesque paquebot Titanic a quitté Southampton, en Angleterre, pour New York. 4 jours plus tard, le navire a heurté un iceberg et a coulé dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Ce fut l'une des catastrophes les plus tragiques et les plus importantes de l'histoire des voyages maritimes. Depuis lors, l'épave du gigantesque navire repose sous une couche d'eau glacée. Pendant des décennies, de nombreuses personnes ont voulu remonter le navire, mais aucune n'a jamais réellement essayé. Les récits des passagers, les documentaires et les livres nous ont donné une image complète de ce qui s'est passé. Mais le seul témoin qui peut nous parler de cet événement tragique est le navire lui-même. Et certaines personnes ont décidé de l'interroger à propos de cette nuit-là. Un groupe d'experts, océanographes
et cinéaste, a recréé une version virtuelle des événements et l'a présentée dans le documentaire Titanic, la résurrection numérique. Il s'agit de la reconstitution numérique la plus détaillée jamais réalisée de la façon dont le Titanic a sombré. Pour la créer, des spécialistes de la société Magellan ont envoyé des robots au fond de l'océan, à l'endroit où le navire repose à une profondeur de 3800 mètres. Là, tous les objets subissent une pression immense. Pour mieux comprendre à quel point elle est forte, imaginez le poids d'une barre d'haltérophilie sur le bout de votre doigt. Les plongeurs expérimentés avec un équipement de plongée standard ne peuvent donc nager qu'à des profondeurs allant jusqu'à 39 mètres et un peu plus. Donc, c'est une mission difficile. Il est presque impossible de descendre à une telle profondeur et d'y mener des recherches. C'est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi l'équipe de spécialistes a envoyé des robots. Équipés de caméras pour les relever en haute mer, ils ont pris plus de 700 000 photos et vidéos en résolution 4K. Ils ont collecté des données pendant 3 semaines, explorant chaque partie du navire. Finalement, ils ont accumulé environ 16 téraoctets de données. 1 téraoctet équivaut à 1000 gigaoctets. Est-ce beaucoup ? Le plus grand jeu sur PC, Microsoft Flight Simulator, pèse environ 1,5 téraoctet, et il présente les cartes de la planète entière pour créer un simulateur de vol réaliste. Pourtant, ce programme extraordinaire pèse 32 fois moins que ce scan du Titanic. Imaginez à quel point le modèle du navire et la simulation du désastre se sont avérés détaillés. De plus, l'équipe a combiné toutes ces informations avec les plans du navire. Ils ont calculé la vitesse du Titanic cette nuit-là, sa direction, sa position et l'angle de l'impact avec l'iceberg. Tout cela a été ensuite téléchargé sur des superordinateurs afin de créer des simulations précises de l'accident. Puis, les spécialistes ont étudié les rapports de témoins oculaires, ont consulté des historiens et des experts maritimes, et ils ont présenté une reconstitution exacte de cette nuit tragique. Certains faits se sont avérés différents de ce que l'on croyait jusqu'à présent. Par exemple, l'iceberg n'a pas fait un énorme trou dans la coque du navire. Une analyse de l'épave du Titanic a révélé qu'un morceau de glace avait porté un coup latéral à la coque et créé plusieurs brèches dans celle-ci. Chacune faisait la taille d'une feuille de papier A4. Comment des dommages aussi minimes pouvaient-ils détruire un navire gigantesque ? Le problème, c'est que ces perforations couraient sur toute la longueur de la coque. Les créateurs du Titanic avaient affirmé qu'il s'agissait du navire le plus insubmersible au monde. Cependant, son insubmersibilité reposait sur le fait qu'il pouvait rester à flot même si 4 de ses compartiments étanches étaient inondés. Or, la collision avec l'iceberg a entraîné l'inondation de 6 d'entre eux. L'iceberg n'a été en contact avec le navire que pendant 6,3 secondes, et il a pourtant réussi à le faire couler. Le scan de l'épave du Titanic a également montré un hublot avec une vitre cassée. L'iceberg y est sans doute pour quelque chose. Cette découverte confirme les paroles de témoins oculaires selon lesquels des morceaux de glace seraient entrés dans certaines des cabines. Vous imaginez comme cela a dû être effrayant. Vous dormez paisiblement dans votre lit, puis vous entendez un grand fracas et un morceau d'iceberg tombe dans votre chambre. Et après ça, c'est le chaos absolu. Les chercheurs ont découvert exactement comment le navire s'était brisé en deux. Dans le célèbre film, nous avons tous vu comment la poupe du navire s'était élevée au-dessus de l'eau avant de se briser. Et le navire s'est effectivement brisé, mais pas aussi doucement que nous l'avons vu à l'écran. Oui, l'ampleur du désastre fut terrible, mais la réalité est encore pire. Le navire ne s'est pas simplement brisé, il s'est déchiré en deux. Les parties en bois et en métal du navire, les tuyaux, les morceaux de la coque, les murs, tout s'est déchiré et plié. Les cabines de première classe se sont coupées en deux. On entend d'ici les grincements de métal résonner dans la nuit. Les chercheurs ont comparé d'autres faits concernant le Titanic avec ce qu'en rapporte le film. L'un d'eux concerne une histoire au sujet du premier officier William Murdoch. Dans le film, son personnage attaque des passagers qui essayent d'embarquer. Mais en réalité, tout s'est passé autrement. Le survivant du Titanic, Charles Littler, a déclaré que William Murdoch s'était noyé tandis qu'il essayait de descendre un canot de sauvetage. Il n'a attaqué personne, mais a néanmoins connu une fin tragique. Nous n'avons pas de détails précis, mais des scans haute résolution ont confirmé cette version. Mais l'une des histoires les plus impressionnantes et héroïques à s'être déroulée sur le Titanic a eu lieu dans la salle des machines. À l'aide des robots, les experts ont découvert qu'une des vannes de vapeur du bateau avait été laissée ouverte. Cette découverte ne fait que confirmer les récits des témoins oculaires selon lesquels les ingénieurs étaient restés dans la salle des machines pendant plus de 2 heures après la collision avec l'iceberg. Ce groupe de personnes courageuses a maintenu l'alimentation électrique jusqu'à la dernière minute. Pourquoi ? Grâce à un éclairage adéquat,
Les gens ont pu descendre les bateaux en toute sécurité sur les flots. L'énergie électrique a également permis au Titanic de rester repérable à une grande distance. De plus, les passagers ont rapporté que les lumières du Titanic étaient toujours allumées, même lorsqu'il était sous l'eau. Le courage de ces ingénieurs a permis de sauver la vie de centaines de passagers. Qui sait ? Peut-être que des recherches ultérieures sur le navire nous en apprendront davantage sur l'héroïsme de certains passagers et des membres d'équipage. Toutes choses qui vaudront la peine de faire un nouveau film. En plus d'étudier le navire, les chercheurs ont également scanné le fond marin autour de l'épave, où non seulement des parties du Titanic, mais aussi des effets personnels de passagers, y compris des pièces d'or, des montres de poche, des peignes, des chaussures, etc., ont été dispersés. D'ailleurs, bon nombre de ces objets ont été remontés et vendus lors de diverses enchères. Vous trouverez également certains artefacts du navire dans des musées spécialisés. L'un de ceux-ci s'appelle le Titanic Belfast, et il est situé en Irlande du Nord. Il est ouvert au public. Cette réplique numérique du navire nous montre non seulement comment le Titanic a coulé, mais elle sauve aussi en quelque sorte le bateau. L'état de l'épave se détériore chaque jour. La pression gigantesque, les froides températures, l'eau et la vie marine, tout cela détruit lentement le navire. Et oui, certaines entreprises, qui organisent des excursions de plongée pour les touristes, posent également un danger pour le Titanic. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient descendre dans un submersible jusqu'à l'épave légendaire. À la suite de certaines de ces excursions, des parties du navire ont été endommagées. Les experts prédisent que d'ici une quarantaine d'années, le malheureux paquebot pourrait disparaître complètement. Heureusement, la numérisation en 3D du Titanic a fourni un niveau de détail tel que l'on peut s'imaginer marcher à l'intérieur. Cela signifie que cette tragédie ne tombera jamais dans l'oubli. Bien sûr, 10 vidéos comme celle-ci ne suffiront pas à couvrir toute l'étendue du travail réalisé par les cinéastes. Heureusement, il est possible de voir le documentaire Titanic, la résurrection numérique. Vous pouvez regarder le film et également étudier les modèles 3D du navire. Qui sait, peut-être pourrez-vous faire de nouvelles découvertes. Comment un navire conçu par les esprits les plus brillants de son époque et qualifié d'insubmersible a-t-il pu sombrer en à peine 2 heures et 40 minutes ? Peut-être trouverons-nous la clé de ce mystère en explorant minutieusement les boulons du Titanic, et ce, au sens propre. Tout commença lors d'un élégant dîner à Londres, en 1907. Lord William James Peary nourrissait une idée audacieuse et avait besoin des personnes adéquates à ses côtés. Il convia le directeur de la compagnie maritime britannique White Star Line pour en discuter. White Star connaissait déjà un succès retentissant dans le transport transatlantique, engrangeant des fortunes en conduisant des émigrants vers l'Amérique. Mais la concurrence était rude. Cunard, l'un de ses principaux rivaux, venait de lancer 2 navires rapides et sophistiqués, le Lusitania et le Mauretania, véritables fleurons de vitesse et de luxe. Peary ne pouvait se permettre d'être en reste. En tant que président d'une entreprise de construction navale irlandaise, il estimait qu'une alliance avec White Star leur permettrait de dominer le marché. Ce même soir, au cours du dîner, ils se mirent à rêver d'une flotte entière de paquebots. L'Olympique, le Titanic et un 3e navire qui deviendrait plus tard le Britannique. Rapidement, ces idées prirent forme. La construction du Titanic et de son jumeau, l'Olympique, débuta. L'ampleur du projet nécessita la création de 2 nouveaux chantiers sur Queen's Island, connus sous le nom de Titanic Quarter, dans le port de Belfast. Mais ériger un ouvrage d'une telle envergure, plus facile à dire qu'à faire. Harland & Wolff, l'entreprise britannique chargée de la construction, avait fort à faire. C'était le plus grand navire jamais tenté, et il fallut 15 000 hommes travaillant sans relâche pour concrétiser ce rêve. Le Titanic et son jumeau étaient conçus pour mesurer 269 mètres de long, soit 36 mètres de plus que les nouveaux paquebots de Cunard. Une fois achevé, le Titanic s'étirait sur la longueur de 4 pâtés de maison et atteignait la hauteur d'un immeuble de 9 étages. Outre son statut de plus grand navire de l'époque, il reçut un autre surnom. Lorsque le magazine Shipbuilder alla l'examiner, il le qualifia d'insubmersible. Pourtant, il connut de sérieux écueils en cours de réalisation. Si l'on réalisait une radiographie rapide du Titanic, voici ce que l'on découvrirait. 2000 plaques d'acier, chacune pouvant atteindre 9 mètres de long et pesant environ 3 tonnes. Pour assembler l'ensemble, le navire fut conçu comme un immense squelette métallique, avec la quille servant de colonne vertébrale et les plaques de la coque formant la coquille extérieure.
Pour surpasser la concurrence, le Titanic devait être colossal tout en restant rapide. Cela nécessita donc des innovations au niveau des hélices. Le navire en possédait 3, 2 latérales à 3 pales et une centrale à 4 pales. Les hélices latérales, gigantesques avec un diamètre de 7 mètres, étaient actionnées par les moteurs à vapeur, véritables muscles du navire transformant la vapeur en énergie pour les faire tourner. L'hélice centrale, un peu plus petite avec un diamètre de 5 mètres, était entraînée par une turbine à vapeur basse pression. Cette combinaison de moteur et de turbine, très avancée pour l'époque, permettait au Titanic de naviguer à environ 21 nœuds, soit près de 38 km/h, modeste à première vue, mais remarquable pour un navire de cette taille. Les hélices étaient conçues en bronze de manganèse, un matériau choisi pour sa robustesse et sa résistance à la corrosion, ce qui s'avérait indispensable pour un navire traversant les eaux salées de l'océan. Ce système de propulsion pouvait générer jusqu'à 46 000 chevaux, équivalent à la puissance cumulée de 230 voitures. Pour faire avancer le Titanic, les 2 grandes hélices latérales, reliées à leur moteur, fonctionnaient comme d'immenses pompes, propulsant le navire vers l'avant, tandis que l'hélice centrale, travaillant de concert avec la turbine à vapeur, un moteur sophistiqué pour l'époque, fournissait un surcroît de puissance tout en réduisant la consommation de combustible. Cette installation n'était pas seulement conçue pour la puissance, mais aussi pour la vitesse. D'autres navires utilisaient déjà la turbine à vapeur quelques années plus tôt, mais étant donné la taille et le poids du Titanic, son système devait être particulièrement performant pour garantir rapidité, stabilité et confort à tous les passagers. Après 2 années d'un travail intense, le Titanic était enfin prêt pour son premier essai en mer. Le 31 mai 1911, une foule d'environ 100 000 personnes se rassembla pour voir le Titanic glisser sur la Lagan, aux côtés de Lord Peary et du millionnaire américain J.P. Morgan, détenteur du contrôle financier de White Star Line. Le Titanic flottait pour la première fois, mais il fallut 1 année supplémentaire pour l'armée, ce qui, dans le jargon naval, signifie transformer ce gigantesque squelette d'acier en un somptueux palais flottant. Il proposait tout, une piscine chauffée, des bains turcs, des palmiers dans les cafés, un cours de squash, ainsi qu'un salon de restauration de première classe capable d'accueillir 554 convives. Selon certaines sources, la suite la plus luxueuse du Titanic fut réservée par une Américaine nommée Charlotte Drake Cardezza. Elle déboursa $2500 en 1912. Même convertie en monnaie actuelle, cette somme reste considérable, représentant environ $75 000 dans les années 2020. Et ce, uniquement pour un aller simple à travers l'Atlantique. Les ouvriers se hâtèrent de parachever la peinture et le polissage du Titanic avant le 31 mars 1912. Le capitaine de la White Star, Edward John Smith, âgé de 62 ans, monta à bord pour superviser les derniers essais de ce qui était désormais le plus grand paquebot du monde. Le capitaine déclara même que cette traversée serait la dernière de sa carrière. Une fois arrivé en Amérique, il prendrait sa retraite. Le 10 avril, le navire était enfin prêt pour son voyage inaugural. Il se rendit à Southampton pour embarquer le charbon et accueillir ses premiers passagers. La passagère Sylvia Caldwell demanda à un matelot si ce bateau gigantesque était réellement insubmersible. Celui-ci répondit par la phrase désormais légendaire « Dieu lui-même ne pourrait faire sombrer ce navire ». 4 jours après le début de sa traversée, le RMS Titanic rencontra son destin. Bien que le navire ait été averti de la présence d'icebergs, il glissait à une vitesse excessive dans l'obscurité. Lorsque les vigies aperçurent enfin l'obstacle, il était trop proche pour que le navire puisse dévier ou s'arrêter. Imaginez tenter de faire freiner brusquement une voiture gigantesque. Maintenant, imaginez qu'elle pèse 20 000 fois plus qu'un véhicule ordinaire et se déplace à une vitesse démesurée. Lorsque le Titanic tenta de s'écarter, il finit par frôler l'iceberg sur le flanc. Malgré les efforts de l'équipage pour ralentir et manœuvrer, le navire racla la montagne de glace, ouvrant une centaine de mètres de la coque et endommageant 6 des 16 compartiments étanches. Cela provoqua l'enfoncement de l'avant tandis que l'arrière se soulevait, à l'image d'un levier dont un côté devient trop lourd. À un angle prononcé, le navire commença à se briser en son milieu, ce qui entraîna finalement son naufrage. Mais pourquoi la coque et les rivets se brisèrent-ils si facilement? Une expédition menée en 1991 découvrit des morceaux de la coque
et révéla que l'acier utilisé était extrêmement fragile, surtout à des températures glaciales comme celle de la nuit du naufrage. L'acier ne pliait pas et ne cédait pas sous pression, mais se fragmentait comme du verre, aggravant l'impact. Les analyses chimiques montrèrent également une teneur élevée en soufre, qui l'affaiblissait davantage. Ce type d'acier fragile, associé à la grande vitesse et aux températures glaciales, constituait une véritable bombe à retardement. Certes, il existait des défauts matériels, mais la conception du navire présentait également de sérieuses lacunes. Ces compartiments dits étanches n'étaient pas scellés complètement au sommet, si bien que l'eau s'y engouffrant se déversa d'un compartiment à l'autre, accélérant le naufrage. Si le navire avait été construit avec un acier de meilleure qualité, une double coque ou des compartiments étanches perfectionnés, la catastrophe aurait pu être évitée, peut-être même assez longtemps pour permettre au RMS Carpathia de venir secourir tous les passagers. Le Titanic n'était pas insubmersible, mais pour l'époque, il représentait un triomphe d'ingénierie et de luxe. Toutefois, même les conceptions les plus parfaites ne sauraient qu'en toujours dominer les forces de la nature. La vigie s'écrie « Iceberg droit devant !» Le Titanic percute la glace et l'eau s'infiltre rapidement. Les passagers de 3e classe se retrouvent prisonniers et il n'y a pas suffisamment de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde. La panique se répand. Les violons jouent une mélodie funèbre. Puis, le navire sombre enfin. Bien sûr, nous connaissons tous cette scène emblématique du film Titanic. Mais si l'on vous disait que Hollywood ne nous a pas tout révélé? Pour connaître la véritable histoire de cette nuit glaciale de 1912, il nous faut revenir un peu en arrière. La vigie s'écrie « Iceberg droit devant !» Cette partie est en effet conforme à la réalité. Aux alentours de minuit moins 20, Frederick Fleet aperçoit une masse sombre, plus sombre que la mer, droit devant le navire. En s'en approchant, il reconnaît un iceberg. On fait aussitôt machine arrière, et le Titanic effectue un virage brusque. Plutôt que de le frapper de plein fouet, le paquebot frotte contre le flanc de l'iceberg, éparpillant des morceaux de glace sur le pont avant. Si vous vous rappelez, dans le film, Jack et Rose partagent un moment romantique juste avant que le navire ne soit ébranlé par l'impact de l'iceberg. Tout semble secoué, comme lors d'un léger tremblement de terre. Certains passagers ont réellement perçu une telle secousse, mais à en croire Frank Prentice, survivant du Titanic, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées ainsi. Selon lui, le choc n'a pas été aussi brutal, et s'apparentait plutôt à un freinage soudain en voiture. Le navire s'est arrêté, et c'est à peu près tout. Certains passagers n'ont même été réveillés par la collision, preuve que l'impact n'a pas été aussi violent qu'on pourrait le croire. Monsieur Prentice, intrigué par la situation, a quitté sa cabine pour se rendre sur le pont. Une fois sur place, il n'a vu qu'un peu de glace éparpillée à la surface, bien loin de l'imposant iceberg que Jack et Rose contemplaient. Toutefois, nous savons aujourd'hui que les véritables dommages se sont produits sous la ligne de flottaison, où une saillie de l'iceberg a ouvert une entaille de 90 mètres dans la coque du navire. Lorsque l'équipage a saisi l'ampleur des dégâts, il a immédiatement commencé à émettre des appels de détresse vers les navires environnants pour solliciter leur aide. Dans une scène du film, l'opérateur radio informe le capitaine qu'un seul navire se trouve à proximité, le RMS Carpathia, qui finira par secourir de nombreux passagers. Mais en réalité, plusieurs navires se trouvaient dans les environs. On suppose aujourd'hui que le SS Californian n'était qu'à environ 37 km du Titanic. Ce navire aurait potentiellement pu assister au naufrage, ou, tout du moins, voir les fusées de détresse illuminer le ciel. Et pourtant, pour des raisons qui nous échappent encore, aucune tentative d'assistance n'a été faite. Revenons à notre récit. À ce stade, il est devenu impératif de quitter le navire. À 1h moins le quart, le premier canot de sauvetage, le numéro 7, a été mis à l'eau. Comme le montre le film, on a demandé en priorité aux femmes et aux enfants de monter à bord. Cependant, dans la réalité, plusieurs femmes étaient réticentes, et certaines ont même refusé d'embarquer. Monsieur Prentice a expliqué que cette réticence était principalement due à deux facteurs. D'une part, la hauteur à laquelle se trouvaient les canots, une chute libre de 20 mètres qui effrayait les passagers. D'autre part, bon nombre de femmes ne croyaient pas que le Titanic, qualifié d'insubmersible, puisse vraiment couler. L'idée d'évacuer à bord d'un canot leur semblait proprement saugrenue. Cet état d'esprit pourrait expliquer pourquoi Eloise Smith, une passagère de première classe, a relaté qu'au début, ni la panique ni le chaos ne régnaient. D'autres survivants ont confirmé qu'aucune femme, ni aucun enfant ne pleurait. Toutefois, une source d'inquiétude pour l'équipage était bien réelle.
la crainte que les canaux de sauvetage ne cèdent sous un poids trop important. C'est l'une des explications avancées pour justifier pourquoi les premiers canaux de sauvetage sont partis avec si peu de passagers à bord. Le canot numéro 7, par exemple, n'a embarqué que 27 personnes, bien qu'il ait pu en accueillir jusqu'à 65. Le Titanic disposait de 20 canaux de sauvetage au total, capables de transporter près de la moitié des 2200 personnes présentes à bord cette nuit-là. Cependant, cela ne s'est pas déroulé ainsi, et il est désormais clair que les passagers ignoraient qu'il n'y aurait pas assez de place pour tout le monde. Pendant que les femmes prenaient en place calmement dans les premiers canaux, les musiciens se dirigeaient vers le pont pour jouer dans l'unique but d'apaiser les passagers. Ce fait est bien connu, mais certains survivants ont affirmé ne jamais avoir aperçu ni entendu les musiciens. Pas un seul violoniste en vue. Il ne faut cependant pas en conclure que Hollywood vous a trompé. Les musiciens ont effectivement joué pendant plus de 2 heures après la collision avec l'iceberg. Peut-être que ces passagers étaient simplement trop paniqués pour remarquer la musique, ou que l'orchestre a commencé à jouer plus tard que nous ne l'imaginons. Passons maintenant à la question du traitement épouvantable réservé aux passagers de 3e classe. Le film dépeint l'équipage comme impitoyable, enfermant les plus démunis sous le pont, les privant ainsi de toute chance d'accéder aux canaux et de sauver leur vie. Toutefois, l'enquête officielle sur la catastrophe a conclu que cela n'était pas tout à fait exact. Certes, moins de passagers de 3e classe ont survécu par rapport à ceux des classes supérieures, mais d'autres facteurs ont également joué un rôle. De nombreux passagers de 3e classe hésitaient à abandonner le navire, préférant s'accrocher à leurs effets personnels et rencontraient davantage de difficultés pour remonter depuis leur cabine, située aux extrémités du navire. Certains survivants ont témoigné qu'ils n'étaient pas enfermés, bien au contraire. Madame George Wabi, une Libanaise voyageant en 3e classe, a raconté que lorsque l'incident s'est déclaré, quelques membres courageux de l'équipage et d'élégants passagers de 1re classe l'ont aidé à gagner le pont supérieur et à embarquer dans un canot de sauvetage. Au début, le Titanic coulait progressivement, compartiment par compartiment. Des passagers ont observé la montée des eaux et perçu des craquements et des détonations. Ensuite, un grand « boom » s'est fait entendre. Certains ont affirmé qu'il s'agissait d'une unique explosion, tandis que d'autres ont décrit une série de petites déflagrations, pensant que c'étaient les cloisons qui cédaient une à une. Un autre groupe n'a perçu qu'un grondement sourd. Ainsi, les récits sur les sons perçus divergent, mais un fait est indéniable. À 2h18, les lumières du Titanic se sont éteintes, plongeant le navire dans une obscurité totale. Tandis que la proue s'enfonçait davantage, la poupe se redressait hors de l'eau, exerçant une pression considérable sur le centre du navire et provoquant ainsi sa rupture. Dans le film de James Cameron, ce moment est représenté de manière absolument dramatique, avec le navire coulant presque à la verticale. Mais en réalité, la rupture a probablement eu lieu sous un angle bien plus modéré, sans doute juste sous la ligne de flottaison. Toutefois, l'inclinaison était suffisante pour que les passagers ne puissent plus se tenir debout et soient précipités dans l'eau. Il est intéressant de noter que ce n'est qu'en 1985, après la découverte de l'épave, que la rupture du Titanic en deux a été confirmée. Jusqu'alors, les récits des survivants divergeaient, mais au moins 8 d'entre eux affirmaient avoir vu le navire se fendre. Emily Ryerson, une passagère de 1re classe, avait décrit cet événement comme une tranche nette du Titanic, comme faite par un couteau. Cependant, un petit groupe de témoins soutenait que le Titanic avait sombré en un seul bloc. À l'époque, cette version était plus largement acceptée, car beaucoup refusèrent d'admettre qu'un navire prétendument indestructible ait pu se briser en deux. Pourquoi ces témoignages contradictoires? Ce que l'on ne voit pas dans les films, pour des raisons évidentes, c'est l'obscurité totale dans laquelle la tragédie s'est déroulée. C'était comme se diriger à tâtons dans une cave sans fenêtre, où l'on ne distingue que des silhouettes et des ombres. Telle était la situation à bord des canots de sauvetage. Cela signifie que les passagers ne pouvaient pas véritablement observer ce qui se passait. Quant à ceux qui étaient de près du navire, la plupart ont soit perdu la vie, soit étaient bien trop préoccupés par leur propre salut pour prêter attention aux détails du naufrage. Quoique le film de James Cameron n'ait pas totalement rendu justice à l'atmosphère terrifiante de cette séquence, la série télévisée Titanic de 2012 a bien mieux saisi l'ampleur de cette terreur nocturne. Et pourtant, la réalité de cette nuit-là était encore plus sombre et effrayante que ce qu'aucune de ces productions n'a pu mettre en scène.
En 1998, un plongeur a détecté un étrange blip sonar à proximité de l'épave du Titanic. Ce signal a intrigué les scientifiques pendant plus de 20 années. Le sonar indiquait clairement qu'un immense objet se dissimulait auprès de l'épave la plus célèbre de l'histoire. Les chercheurs ne parvenaient pas à déterminer s'il provenait d'une autre épave, d'une formation géologique ou de quelque chose d'inattendu. Le mystère n'a été élucidé qu'en 2022. Paul-Henri Narjolet, le plongeur ayant découvert ce blip, s'est associé à d'autres chercheurs pour mener une nouvelle expédition. Ils ont révélé un récif profond, constitué de multiples formations volcaniques et grouillant de vie marine, à 2900 mètres sous la surface. Ce récif s'est avéré être la source du mystérieux blip détecté par le sonar. Éponges, coraux, poissons, homards et autres créatures y ont été observés au sommet de la crête de basalte. L'équipe a réalisé de nombreuses photos et vidéos et prélevé des échantillons d'eau pour des études ultérieures. Des modèles informatiques sont employés pour comprendre comment les animaux et les plantes y survivent dans de telles profondeurs. Cela aide les chercheurs à élucider l'ancien mystère de la dispersion des éponges et coraux dans l'océan, qui nécessitent un support solide pour croître et se multiplier, mais survivent aussi en zones boueuses où ces surfaces sont rares. Ces recherches s'inscrivent dans un projet plus vaste, visant à examiner comment les mondes sous-marins fragiles pourraient évoluer ou persister à l'avenir. Un autre mystère près du Titanic restait à explorer selon Narjolet. Il avait observé un autre écho, situé entre le Titanic et un récif récemment découvert il y a déjà longtemps. Narjolet estime que ce nouvel objet mystérieux pourrait surpasser le récif en taille. Le Titanic repose sur le fond océanique en deux immenses fragments, orientés dans des directions différentes. Après le naufrage, les chaudières, qui indiquent le lieu précis de l'engloutissement, furent de retrouver à environ 180 mètres à l'est de l'arrière du navire. La proue demeura intacte lorsqu'elle toucha le fond, tandis que la poupe fut entièrement déchiquetée par les implosions subies lors de sa descente. L'air emprisonné dans la structure ne put résister à la pression croissante de l'eau en profondeur. Certains survivants du célèbre naufrage avaient affirmé avoir vu le navire se briser en deux au moment de couler. D'abord, personne ne les crut. Mais il est désormais avéré que le Titanic se scinda effectivement entre sa deuxième et sa troisième cheminée durant sa plongée. Il fallut 2 heures et 40 minutes au navire le plus célèbre de l'histoire pour sombrer complètement. La collision permit à l'eau de submerger 6 des 16 compartiments étanches. À mesure que l'eau s'engouffrait par le côté tribord, le navire commença à pencher vers l'avant et légèrement vers la droite. Vers minuit, les compartiments endommagés refoulèrent de l'eau dans les autres. L'eau pénétra par les trous de chaînes d'ancre et, à 2 heures du matin, la proue sombrait tandis que les hélices de la poupe se soulevaient hors de l'eau. L'inondation se poursuivit jusqu'à ce que la proue disparaisse sous l'eau, la poupe s'élevant alors à un angle abrupt d'environ 45 degrés. Le poids de ces immenses hélices mit à rude épreuve le milieu du navire. L'acier ne put résister et céda. Les survivants décrivirent ce moment comme un bruit sec, semblable à de la porcelaine brisée. C'était la structure supérieure du Titanic qui se rompait. À 2h12 du matin, la proue et la poupe n'étaient plus reliées que par la structure intérieure du fond. Quelques minutes plus tard, la proue, pesant approximativement 16 000 tonnes, se détacha de la poupe. Elle se redressa brusquement jusqu'à une position presque verticale et commença à sombrer lentement. À 2h20, elle disparut sous les eaux. Lors de la descente, les grandes cheminées furent arrachées, entraînant avec elles câbles et autres éléments du pont du navire. Le mât avant se brisa également et s'effondra sur la zone du pont, détruisant probablement la timonerie où le capitaine dirigeait le navire. La proue descendait à environ 37 km/h et atteignit le fond près d'une demi-heure avant la poupe. L'impact fut si violent qu'il déforma et brisa encore davantage des parties du navire. Les ponts situés à l'arrière de la proue s'effondrèrent les uns sur les autres. La zone du pont, lieu de commandement du navire, apparaît particulièrement endommagée, comme si un poing géant l'avait écrasé. Le toit et les côtés des quartiers des officiers ainsi que la salle de sport furent enfoncés et les balustrades déformées vers l'extérieur. Certains experts supposent que lorsque la proue cessa soudainement de couler,
une puissante explosion d'eau provoquée par cet arrêt brutal s'abattit sur l'épave, accentuant encore les dégâts. Quant aux dommages initiaux causés par la collision avec l'iceberg, ils sont désormais enfouis sous la boue et invisibles. Si vous envisagez d'aller observer l'épave par vous-même, il faut savoir que les eaux autour du Titanic demeurent extrêmement dangereuses. Les icebergs restent encore une menace dans la région. En 2019, 1515 d'entre eux ont dérivé assez au sud pour pénétrer sur les routes maritimes transatlantiques entre mars et août. Ensuite, la lumière du soleil ne pénètre qu'à environ 1000 mètres sous la surface, au-delà de laquelle règne l'obscurité totale. La zone où repose le Titanic est surnommée la zone de minuit, car il ne s'y trouve absolument aucune lumière. Lors des descentes scientifiques, il faut plus de 2 heures pour traverser ces eaux d'un noir d'encre, avant que le fond océanique n'apparaisse sous les projecteurs du submersible. La visibilité y est très limitée, car les lumières n'éclairent que quelques mètres devant, rendant la navigation périlleuse. Pour s'orienter, les explorateurs se servent de cartes détaillées du site, élaborées sur de nombreuses années, et d'outils spécifiques comme l'accéléromètre et le gyroscope pour suivre la position et l'orientation du navire. Malgré cette technologie, il reste très difficile de se repérer. Par ailleurs, plus la descente est profonde, plus la pression de l'eau environnante augmente. Au fond, où repose le Titanic, elle atteint environ 390 fois celle de la surface, soit environ 40 mégapascales, obligeant les submersibles à posséder des parois extrêmement épaisses pour survivre à ces conditions et protéger leurs occupants. Les courants sous-marins ne sont pas aussi puissants qu'en surface, mais ce que l'on appelle des tempêtes benthiques peut parfois générer des courants capables d'emporter des objets du fond océanique. Le Titanic en subit les effets. Les courants locaux circulent surtout d'est en ouest et du nord-ouest au sud-ouest, mais leur direction peut changer fréquemment, notamment autour de la proue de l'épave. Les experts estiment qu'au fil du temps, ces courants déplaceront assez de sable et de boue pour recouvrir l'épave de couches sédimentaires. Après plus d'1 siècle passé sous l'eau, le Titanic a lentement commencé à se décomposer. De minuscules microbes en ont rongé le métal, formant des stalactites de rouille appelées rusticles, lesquels accélèrent encore la détérioration, particulièrement à l'arrière. Selon les scientifiques, cette partie se décompose 40 ans plus vite que l'avant. L'épave s'effondre progressivement chaque année, mais tant qu'elle n'est ni touchée ni visitée, elle reste majoritairement intacte. Enfin, les chercheurs ont découvert que d'anciens glissements de terrain massifs s'étaient produits autour de l'épave, envoyant des tonnes de sédiments glissés depuis la pente continentale voisine. Le dernier événement de ce type remonterait à plusieurs dizaines de milliers d'années, avec des dépôts atteignant 100 mètres d'épaisseur. Mais ne vous inquiétez pas, ces phénomènes restent extrêmement rares. Le Titanic, réputé insubmersible, n'a pas sombré paisiblement, ce qui a rendu la localisation de son épave d'autant plus ardue. Bien que le célèbre RMS Titanic ait coulé en 1912, il n'a été retrouvé qu'en 1985, au terme d'une mission confidentielle. Au début du XXe siècle, on connaissait approximativement l'emplacement du Titanic, mais les moyens technologiques de l'époque ne permettaient pas de l'identifier avec précision. Alors qu'il sombrait, le navire a émis plusieurs signaux de détresse CQD à destination du Carpathia, un navire voisin. « Venez immédiatement !» Nous avons heurté un iceberg. À toutes les stations, CQD a compté parmi les dernières transmissions envoyées via la radio Marconi du navire. Ces messages en morse ont également rendu possible les premières missions de recherche de l'épave. Le RMS Carpathia a secouru les passagers rassemblés dans les canaux de sauvetage. Mais l'opinion publique, fascinée par le drame, souhaitait ardemment découvrir ce qu'il était advenu du paquebot. L'appel de détresse a été lancé 2 heures avant que le Titanic ne disparaisse entièrement. Un peu plus d'1 demi-heure après le départ du dernier canot, la proue était entièrement engloutie, tandis que la poupe s'élevait verticalement et que la structure centrale du navire se disloquait sous la pression. La proue s'est écrasée violemment contre le fond océanique, y laissant des traces encore visibles aujourd'hui.
Contrairement à l'image véhiculée par le film de James Cameron, elle ne s'est pas enfoncée doucement sous les flots. C'est pourquoi les chercheurs continuent de découvrir des ustensiles de cuisine et des chaussures disséminées sur les fonds marins. Les familles des passagers les plus fortunés, comme les Astor et les Guggenheim, envisageaient de financer une expédition pour ramener l'épave à la surface. Cependant, elle se heurtait à un obstacle majeur, l'absence totale de technologie permettant même d'identifier précisément l'emplacement du navire. En 1953 eut lieu la première tentative sérieuse de localisation de l'épave du Titanic. Un certain Risdon Beasley essaya d'employer un bruyant dispositif à explosion pour repérer le navire. L'idée peut sembler étrange, mais elle reposait sur des principes scientifiques. Lors de la détonation de la dynamite, les ondes générées atteignaient le fond de l'océan. Grâce au sonar, les chercheurs espéraient détecter la présence d'un obstacle solide. Cependant, cette méthode ne permit pas à Beasley d'obtenir le moindre résultat. Il fallut attendre encore 20 ans avant que l'océanographe Robert Ballard ne tente à son tour de retrouver le Titanic. Il eut un peu plus de succès que Beasley, car, entre-temps, les financements consacrés aux technologies sous-marines s'étaient accrus, améliorant ainsi considérablement leur efficacité. Sa première tentative remonte à 1977. Il s'associa alors à l'Institut océanographique de Woods Hole dans le cadre d'une mission de cartographie des fonds marins. Si l'Institut l'avait recruté pour tester leur nouvelle technologie, Ballard avait en réalité un objectif plus ambitieux, retrouver l'épave du Titanic. Au cœur de ce navire, à la pointe de la technologie, se trouvait une ouverture permettant de déployer un long conduit jusqu'au-dessus du plancher océanique. Ballard y fixa un dispositif équipé de sonars et de caméras, espérant ainsi obtenir des images du site recherché. Persuadés d'être sur le point de faire une découverte majeure, ils prirent la mer afin d'effectuer des essais. Mais lors d'un test, un incident compromit la mission. Le tuyau de forage se brisa, précipitant dans les profondeurs marines tout leur coûteux matériel, à l'image du Titanic. Après cet échec, un autre protagoniste fit son apparition. Jack Grimm, un magnate du pétrole au tempérament fantasque. Grimm s'était fait un nom en lançant des expéditions à la recherche de l'arche de Noé, du monstre du Loch Ness et de Bigfoot. Il s'était également investi dans la démonstration de la théorie de la Terre creuse, selon laquelle l'intérieur de notre planète serait totalement vide et abriterait des cités et des nations souterraines. Dans ce cadre, il tenta de localiser une immense ouverture au pôle Nord, afin d'accéder à ce monde hypothétique. Après l'échec de cette entreprise, il tourna son attention vers un autre mythe fascinant, l'épave du Titanic. S'il disposait de ressources financières, il manquait cruellement de compétences. En tant que milliardaire, il fit un don conséquent à l'université de Columbia et exigea, en contrepartie, l'accès à leurs équipements. Pour mener à bien son projet, il s'entoura d'une équipe de scientifiques chargés d'exploiter ces technologies. C'est alors que l'histoire prend un tournant singulier. Jack Grimm, fervent adepte des croyances populaires et des méthodes peu orthodoxes, embarqua un singe à bord de son navire, provoquant la stupéfaction des chercheurs. Ce primate, baptisé Titan, était censé désigner sur une carte l'emplacement exact d'objets perdus, en l'occurrence le Titanic. L'équipe scientifique, scandalisée par cette initiative, posa un ultimatum à Grimm. Soit eux, soit le singe. L'expédition quitta finalement la Floride, sans Titan. Il n'était plus question de singerie. L'équipage mit le cap sur les coordonnées exactes du dernier signal de détresse du Titanic. Une fois sur place, ils scrutèrent minutieusement chaque parcelle du fond océanique, en vain. Face à cet échec, une hypothèse de taille vit le jour. Le capitaine du Titanic aurait communiqué les mauvaises coordonnées. Cette idée n'était pas si farfelue, sachant que les canaux de sauvetage avaient été retrouvés bien loin du dernier signal de détresse. Une erreur plausible peut être due à un oubli du changement de fuseau horaire pendant la traversée. Sous une pression aussi extrême, une telle confusion restait compréhensible, n'est-ce pas? La première expédition de Grimm dura 3 semaines, mais elle se solda par un échec total. Afin d'optimiser leurs recherches, ils mirent en place une technique rigoureuse baptisée « tondre la pelouse ». Une méthode systématique consistant à quadriller une zone étendue autour des dernières coordonnées connues du Titanic. 2 facteurs ont expliqué cet échec, des défaillances importantes du matériel et des conditions météorologiques exécrables. C'est alors qu'un autre chercheur du Titanic fit son retour sur le devant de la scène, Robert Ballard. Il n'avait pas les millions de Jack Grimm, mais il possédait un atout majeur.
Ce géologue marin collaborait étroitement avec la marine américaine pour localiser 2 sous-marins nucléaires disparus dans les années 60. Ballard lui-même affirmait mener une double vie, celle d'un chercheur et celle d'un officier du renseignement naval. L'accord qu'il obtint était clair. Une fois les sous-marins retrouvés, il aurait carte blanche pour chercher l'épave du Titanic. Pour localiser le Thresher et le Scorpion, il s'appuya sur un véhicule sous-marin sans pilote baptisé Argo. Ce dispositif, comparable à une petite luge, était relié par un long câble à un navire de surface et contrôlé depuis celui-ci. Grâce à ses sonars et ses caméras fournissant des images en temps réel du fond océanique, Argo représentait une avancée technologique significative par rapport aux précédentes méthodes de recherche. Après mûre réflexion, Ballard eut une révélation. Il supposa que l'impact du naufrage avait nécessairement laissé derrière lui une traînée de débris, une sorte de piste menant droit au Titanic. Jusqu'alors, la plupart des expéditions avaient cherché à localiser directement le navire, une tâche comparable à retrouver une aiguille dans une botte de foin. C'est là que résidait tout le génie de sa méthode. Il fallait inverser la logique habituelle. Mais un problème de taille subsistait, le temps. Il ne pourrait entamer ses recherches qu'après avoir retrouvé les sous-marins perdus. Et, lorsqu'il y parvint enfin, il ne lui restait plus que 12 jours. Il s'associa alors à un autre chercheur et adopta la stratégie de la tonte de la pelouse, afin de cartographier méticuleusement le fond marin. Un détail essentiel, négligé par la plupart des chercheurs précédents, joua en sa faveur. Le jour du naufrage, un courant marin se dirigeait vers le sud. Cela signifiait que le champ de débris devait se situer au sud des dernières coordonnées connues du Titanic. Pour optimiser le temps et les ressources à sa disposition, Ballard effectua une reconnaissance rapide du fond marin, espaçant ses lignes de recherche de plus de 5 km. Il décida également de s'appuyer davantage sur les images de sa caméra que sur les signaux sonars. Son équipe se relayait sans relâche pour piloter Argo et examiner les vidéos. Les jours s'écoulaient sans autre découverte qu'un océan désert, jusqu'à ce que les roches familières prennent l'apparence de débris issus d'une construction humaine. Puis, soudain, ils aperçurent la chaudière du Titanic. Ballard avait vu juste. Le champ de débris les conduirait au navire. Après 73 ans de recherches acharnées, l'épave du Titanic venait enfin d'être retrouvée. Dans le film Titanic, vous remarquerez l'absence de fumée au-dessus de la 4e cheminée du célèbre paquebot, et ce n'est pas une erreur. En 1911, l'année précédant le départ du célèbre paquebot, les grands navires étaient principalement équipés de 4 cheminées. Elles étaient nécessaires pour évacuer la chaleur et les fumées générées par leurs énormes chaudières. Le Titanic, véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie, n'avait besoin que de 3 cheminées pour fonctionner efficacement. Ainsi, la 4e a-t-elle été ajoutée pour des raisons purement esthétiques. La White Star Line pensait que le public aurait été déçu de ne voir que 3 conduits sur le plus grand navire de tous les temps. Les vaisseaux jumeaux du Titanic, l'Olympique et le Britannique possédaient également chacun une fausse cheminée pour la même raison. Cette cheminée factice n'était pas totalement inutile et servait en réalité à la ventilation. Elle permettait d'évacuer les fumées de la salle des machines située dans le pont inférieur ainsi que celle d'un des grands salons de première classe. Un grand conduit de ventilation, au lieu de plusieurs plus petits, permettait de désencombrer les ponts supérieurs, laissant ainsi davantage d'espace libre aux passagers. Lorsque le Titanic a sombré, ses cheminées, pesant chacune 60 tonnes, ont coulé avec le reste du navire. Elles étaient exceptionnellement hautes, afin de garantir que les passagers ne soient pas couverts de suie. Leur taille et leur poids leur ont permis de rester en position verticale, jusqu'à ce que le navire entame sa plongée finale. Plus légères que la proue, ces cheminées se sont dispersées parmi les autres débris. Le matériau relativement léger dont elles étaient faites s'est aplati en touchant le fond de l'océan et les bactéries mangeuses de fer vivant dans les profondeurs ont ensuite contribué à leur décomposition. La proue du Titanic est demeurée intacte lorsqu'elle a touché le fond de l'océan, mais la poupe a été complètement détruite. Lorsque le célèbre paquebot a percuté cet iceberg, la situation a très vite tourné au vinaigre. Il aura fallu 2 heures et 40 minutes à cette future star de cinéma pour être entièrement submergée. La collision a d'abord permis à l'eau d'inonder 6 des 16 compartiments étangs. À mesure qu'elle se précipitait à tribord, le navire a commencé à s'incliner vers l'avant et légèrement vers la droite. À minuit, les compartiments endommagés déversèrent de l'eau dans les compartiments adjacents, créant un véritable chaos
car ses compartiments n'étaient en étanches qu'horizontalement. Peu après, l'eau s'est mise à s'infiltrer par l'orifice servant à remonter l'ancre, et à 2 heures du matin, la proue s'enfonçait tandis que les hélices de la poupe étaient soulevées hors de l'eau. Le navire a continué à prendre l'eau jusqu'au moment où la proue a été submergée et où la poupe s'est élevée à presque 45 degrés. Le poids de ces énormes hélices a exercé une pression immense sur la partie médiane du navire. L'acier n'a pas résisté et a fini par céder. Les survivants ont décrit ce bruit assourdissant, semblable à celui de la porcelaine qui se brise ou d'un échafaudage qui s'effondre. C'était la structure supérieure du Titanic qui cédait. À 2h12 du matin, la proue et la poupe n'étaient plus reliées que par la structure interne de la coque. Quelques minutes plus tard, la proue, pesant environ 16 000 tonnes, s'est détachée de la poupe. Cette dernière s'est alors redressée brusquement en position quasi verticale avant de commencer à sombrer lentement. À 2h20, elle a complètement disparu sous l'eau. La proue a plongé à près de 20 km/h et a atteint le fond de l'océan près d'une demi-heure avant la poupe. Les deux sections du Titanic reposent désormais à 610 mètres l'une de l'autre, pointant dans des directions opposées. La proue est restée principalement intacte, simplement recouverte de boue. La poupe, quant à elle, s'est transformée en une épave méconnaissable en raison des implosions subies lors de la descente. L'air emprisonné à l'intérieur de la structure n'a pas pu résister à la pression croissante de l'eau à une telle profondeur. Les fusées de détresse ont joué un rôle crucial dans la tragédie du Titanic. En cas de naufrage, des fusées rouges doivent être lancées pour signaler un problème. Cependant, quelqu'un avait décidé d'équiper le Titanic de fusées blanches au lieu des rouges habituelles. Ainsi, lorsque le navire a heurté l'iceberg, l'équipage a tiré les dites fusées blanches. Le SS Californian, qui se trouvait à proximité, avait été averti de la présence d'icebergs dangereux dans la zone. L'équipage du Californian n'a pas repéré le Titanic en détresse, mais ils ont bien vu les fusées blanches. Leur radio était par ailleurs inutile car l'opérateur du Californian l'avait éteinte. Le capitaine, soupçonnant un problème, a alors envoyé un signal lumineux en morse au Titanic, mais n'a reçu aucune réponse car le navire avait déjà sombré. Un autre navire, le Samson, naviguait également près du Titanic. Chargé de grandes quantités de viande de phoque, chassé illégalement dans les eaux canadiennes et congelé, il naviguait sans feu pour rester discret. En voyant les fusées blanches du Titanic, l'équipage a cru qu'il s'agissait des gardes-côtes et a rapidement quitté ces eaux. Dépourvu de radio, le Samson n'a pas pu être informé de la catastrophe en cours et n'a appris la nouvelle qu'en atteignant les côtes islandaises le mois suivant. De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la tragédie du Titanic, et l'une des plus récentes suggère qu'un incendie y a joué un rôle. Un journaliste irlandais, Senan Moloney, a joué les détectives pendant des décennies, explorant les mystères du naufrage, et a fait une découverte capitale. Un album photo, resté caché pendant un siècle entier après la tragédie. Sur les photos prises au chantier naval Harland & Wolff de Belfast, en Irlande du Nord, juste une semaine avant que le paquebot ne prenne la mer, on peut clairement voir une immense tache noire de 9 mètres sur la coque du navire. Moloney a étudié ces photos et les témoignages de l'époque, affirmant qu'un incendie s'était spontanément déclaré à l'intérieur de l'une des énormes soutes à charbon du Titanic. Cet incendie a fait rage pendant 3 semaines entières, affaiblissant gravement un segment crucial de la coque du navire. À cette époque, la plupart des paquebots ne possédaient en somme qu'une seule coque, et c'était la seule protection dont disposait le Titanic. C'est pourquoi l'iceberg a réussi à percer si facilement le flanc du navire. Si ce n'avait été pour l'incendie, le Titanic aurait peut-être résisté à son impact avec l'iceberg. La compagnie qui exploitait le paquebot était d'ailleurs au courant de cette avarie, mais avait choisi de dissimuler cette information pour éviter toute publicité négative, car elle faisait face à une forte concurrence sur les voyages transatlantiques. Le Titanic était complet, ils ont donc fait le plein de charbon et navigué malgré tout. La Lune pourrait également avoir joué un rôle dans le naufrage. Notre satellite exerce une grande influence sur les marées terrestres. Plus il est proche de notre planète, plus les marées sont fortes en raison de l'augmentation de l'attraction lunaire. En 1912, la Lune était si proche qu'elle a provoqué la rupture de plusieurs glaciers du Groenland. D'énormes morceaux de glace se sont détachés et ont commencé à dériver vers le sud. Cet événement de superlune est survenu juste 6 minutes après une grande marée. Lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, l'alignement de notre satellite, du Soleil et de la Terre fait que leur gravité combinée atteint son apogée. La veille, notre planète s'était rapprochée au plus près du Soleil de l'année,
ce qui rendait cette gravité encore plus forte. Ce cocktail d'événements a créé des conditions parfaites pour l'une des plus puissantes marées de l'histoire, favorisant la dérive des icebergs détachés des glaciers du Groenland. Les opposants à cette théorie soutiennent que la différence de force de cette marée n'aurait pas été suffisamment significative pour être la cause principale du naufrage. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. L'iceberg a déchiré le flanc du navire, laissant une immense ouverture dans sa coque. Ce n'était pas une déchirure continue, et plusieurs endroits ont été endommagés. Certains experts estiment que le navire aurait survécu à l'iceberg s'il l'avait heurté de face. Le Titanic possédant des compartiments étanches, conçus pour empêcher les inondations en cas de collision, seuls les 3 ou 4 premiers de ces compartiments auraient été inondés. Si je vous demandais de nommer l'épave la plus célèbre de tous les temps, vous penseriez au Titanic, n'est-ce pas? L'océan Atlantique, l'espoir d'une nouvelle vie, des histoires d'amour déchirantes. Il avait tout pour devenir un succès au box-office. Mais je suppose que vous n'avez jamais entendu parler du SS Princess Alice qui a sombré dans les eaux usées de la Tamise, emportant avec lui entre 600 et 700 vies. La vie dans le Londres victorien du 19e siècle n'était pas facile, surtout pour les couches populaires. Les transports publics abordables et les jours fériés rendèrent les choses un peu plus simples. Les gens pouvaient s'échapper vers la côte en train ou en bateau de plaisance, même si ce n'était que pour une journée. Sheerness sur l'île de Sheppey dans le Kent a commencé comme un fort sous Henri VIII, puis s'est transformé en une ville animée avec un chantier naval. Lorsqu'ils ont ajouté une gare en 1863, cela en est devenu une destination de choix pour les excursionnistes et les vacanciers. Promenades en bord de mer, jetées charmantes et tout un tas d'activités amusantes à faire au bord de la mer, tout y était. Un peu à l'intérieur des terres, le long de la Tamise, il y avait les jardins de Rocherville. Ces jardins comprenaient des pelouses de tir à l'arc, des terrains de boules, des labyrinthes, des lacs, des promenades sur les falaises et même un bazar floral. De plus, il y avait une volière, une fosse à ours et le squelette d'une baleine perdue qui avait pris un mauvais tournant dans la Tamise. Les Londoniens de la fin du 19e siècle pouvaient les monter dans un train ou naviguer le long de la Tamise en bateau, et ces deux options étaient le plutôt populaires. Mais le 3 septembre 1878, beaucoup plus de personnes que d'habitude ont choisi le bateau. Ils ont préféré cette option au chemin de fer après qu'un train de passagers soit entré en collision avec des wagons de marchandises dans le Kent, coûtant la vie à 5 personnes. La rivière semblait être un moyen plus sûr de voyager. L'un des navires disponibles pour le voyage était le SS Princess Alice. Le bateau à aube a été lancé pour la première fois en 1865 sur la côte ouest de l'Écosse. Son nom d'origine était le But, et il était utilisé comme ferry pour les passagers de la Wemyss Bay Railway Company. Quelques années plus tard, il a été vendu et renommé d'après le 3e enfant de la reine Victoria. Puis, il a été vendu à nouveau et a obtenu le surnom de le bateau du chat, car il a transporté le chat de Perse sur la Tamise jusqu'à Greenwich en 1873. Le navire avait subi plusieurs modifications au cours de sa vie. Il avait reçu de nouvelles chaudières et des cloisons étanches. Le bureau du commerce l'avait inspecté et l'avait jugé sûr. L'année de son dernier voyage, il avait officiellement l'autorisation de transporter jusqu'à 936 passagers entre Londres et Gravesend par temps calme. Le jour de la tragédie, le Princess Alice participait à ce qu'on appelait une balade au clair de lune, descendant de Swan Pier, près de London Bridge jusqu'à Sheerness, dans le Kent, et retour. Le voyage n'était pas cher, donc la plupart des passagers étaient issus de la classe ouvrière. Il y avait également une fanfare à bord pour remonter le moral. Le 3 septembre était une journée lumineuse, et de nombreuses familles étaient ravies de pouvoir profiter des derniers rayons de soleil de l'été et de l'air frais de la mer. Le propriétaire de l'époque du navire, la London Steamboat Company, avait plusieurs navires opérant sur la route. Les passagers étaient libres de monter et descendre de différents navires. Vers 18h30, après une belle journée au grand air, le SS Princess Alice se dirigea vers Swan Pier. Personne ne tenait de liste officielle des passagers, donc nous ne saurons jamais exactement combien de personnes se trouvaient à bord ce soir-là. Mais il paraît que le bateau à vapeur était presque à sa pleine capacité.
comme l'obscurité et la fraîcheur s'installaient, de nombreuses familles décidèrent de rester à l'intérieur du salon ou dans leurs cabines en dessous. Certaines histoires du vapeur ressemblent au destin. Le capitaine de la princesse Alice a laissé son pilote à Gravesend et l'a remplacé par l'un des passagers. John Ayres était marin, mais il avait peu d'expérience sur la Tamise ou avec un navire comme la princesse Alice. Alfred Thomas Merriman, un chef cuisinier de l'Est de Londres, avait été sollicité pour travailler sur le bateau à vapeur à la dernière minute. Il avait 30 ans et était père de 4 enfants. Il ne pouvait donc pas refuser un revenu supplémentaire. Vers 7h40 du soir, il se tenait sur le pont près de la porte du salon. À ce moment-là, le Princess Alice avait dépassé Tripcock Point et était entré dans Gallions Reach. Les passagers pouvaient voir le quai de North Woolwich au loin, beaucoup d'entre eux prévoyant de débarquer à cet arrêt. C'est alors que Merriman remarqua un énorme navire transportant du charbon. C'était le Bywell Castle. Ce navire transportait normalement du charbon vers l'Afrique, mais il venait juste d'être repeint dans un bassin de radoub. Le Bywell Castle se dirigeait vers Newcastle pour prendre du charbon et le transporter à Alexandrie, en Égypte. Le capitaine du navire, Harrison, n'était pas très familier avec ces eaux, alors il fit appel à Christopher Dix, un pilote chevronné de la Tamise, pour lui prêter main forte, même s'il n'y était pas obligé. Le navire avait une partie à vent surélevée en dessous du pont, et Dix ne pouvait pas vraiment voir ce qui se trouvait devant lui. Ils avaient donc un marin chargé de la veille. En appareillant de Millwall à la vitesse de 5 nœuds, ils ont essayé de rester au milieu de la rivière, mais d'autres bateaux avaient d'autres plans. Lorsqu'ils approchaient de Gallions Reach, Dix aperçut la lumière rouge bâbord de la princesse Alice, se dirigeant vers eux mais prévoyant de passer par la droite. En même temps, Greensteed, le capitaine de la princesse Alice, allait à contre-courant du fleuve, essayant de trouver des eaux calmes du côté sud. Il ajusta son cap, se dirigeant sur la trajectoire du Bywell Castle. Les deux équipages réalisèrent qu'ils se dirigeaient vers une collision. Dix tenta de s'écarter et ordonna même de renverser à pleine vitesse les moteurs, mais il était trop tard. Le Bywell Castle est entré en collision frontale avec le Princess Alice, qui était beaucoup plus petit, pesant moins d'un tiers des 890 tonnes du charbonnier transportant du charbon. Il a coupé le vapeur à passagers en deux. Comme Merriman s'en est souvenu plus tard, les rires à bord se sont immédiatement transformés en cris et en panique. Certaines personnes se sont précipitées sur le pont pour se mettre en sécurité. Merriman s'est dépêché d'aller voir le capitaine, demandant ce qu'il fallait faire ensuite. La réponse du capitaine était sombre. « Nous coulons rapidement. Faites de votre mieux. » Les extrémités du bateau à vapeur s'élevèrent haut dans les airs, et le milieu sombra, entraînant les passagers avec lui. Les malheureux qui se trouvaient sous le pont furent tragiquement piégés. L'impact causa l'éruption de tonnes d'eaux usées non traitées des sorties situées près du site de la collision. L'eau devint une masse écumante de déchets non traités, dégageant une odeur horrible. Elle était suffisamment puissante pour faire vomir même les marins les plus résistants. Au milieu du chaos, les passagers luttaient pour survivre dans l'eau contaminée. Ils inhalèrent à plein poumon des déchets dangereux sans le savoir. L'équipage à bord du Bywell Castle s'est immédiatement activé. Ils ont jeté des cordes depuis leur pont, exhortant les passagers du Princess Alice à monter à bord. Tout ce qui pouvait flotter, des planches aux tonneaux, a été lancé à l'eau pour servir de dispositif de flottaison à ceux dans le besoin. D'autres membres de leur équipe ont lancé un canot de sauvetage, sauvant 14 personnes. Les bateaux voisins, amarrés le long des berges, se sont joints à la mission, repêchant les survivants de l'eau. Beaucoup de passagers du Princess Alice ne savaient pas nager, et c'était encore plus difficile pour les dames portant de longues robes lourdes. Merriman faisait partie des chanceux qui savaient nager. Il s'est d'abord accroché à un morceau d'épave, puis, lorsque d'autres sont arrivés, il s'est éloigné à la nage et s'est agrippé à une corde qui pendait sur le côté du Bywell Castle. Ils ont réussi à sauver environ 130 personnes de cette manière. Un autre survivant était Robert Haynes, qui jouait dans l'orchestre de la Princess Alice. Il aimait beaucoup les navires et avait remarqué le Bywell Castle quelques minutes avant la collision. Il choisit de ne pas suivre le reste de l'orchestre, qui descendit pour faire une pause, et cela lui sauva la vie. Le navire jumeau de la Princess Alice, le duc de Teck, est arrivé 10 minutes trop tard pour aider aux efforts de sauvetage. Seules 2 personnes qui se trouvaient sous le pont ou dans le salon ont réussi à survivre à la collision. Nous ne connaissons toujours pas le nombre total de vies perdues ce jour-là,
mais il se situe entre 650 et 700. Et ce qui rend cette histoire encore plus tragique, c'est qu'elle a été en grande partie oubliée. On connaît le Titanic par des histoires, et aussi par un film. Maintenant, nous en avons même un scan grandeur nature. Et non, il ne s'agit pas d'un de ces anciens modèles qui nous faisaient nous demander à quoi le navire ressemblait vraiment. Cette fois-ci, nous en avons obtenu un VRI scan numérique. Une équipe d'experts a cartographié les fonds marins autour du Titanic, ainsi que le navire lui-même. Nous avons donc obtenu une image en 3D de l'ensemble. C'est comme si on plongeait à des profondeurs incroyables pour voir l'épave sans l'eau tout autour. L'histoire de l'épave a commencé en 1985, 73 ans après le naufrage du Titanic. L'explorateur Robert Ballard l'a découverte cachée entre deux sous-marins qui avaient eux aussi sombré dans cette zone. Il était en fait chargé d'une autre mission à l'époque, et n'a donc pas eu le temps d'explorer correctement le navire. Mais pendant ses recherches, il s'est rendu compte de l'influence des courants marins sur les débris d'épave. Il a remarqué que les objets les plus lourds coulaient rapidement et laissaient une traînée de débris derrière eux selon la direction des courants. Fort de ses connaissances, Ballard a émis l'hypothèse que le Titanic s'était brisé en deux et avait laissé une traînée de débris. Avant qu'il ne découvre l'épave, on croyait que le navire avait coulé en un seul morceau après avoir heurté l'iceberg. Ainsi, on savait maintenant où était le navire et l'aventure pouvait commencer. Ou pas, son exploration fut très difficile. L'épave est énorme et les ténèbres de l'océan ne permettaient pas de le voir en entier. Nous avons donc dû nous contenter de fragments en décomposition et n'avons pu que spéculer sur ce à quoi pouvaient bien ressembler toutes ces parties mises ensemble. Mais à l'été 2022, nous avons enfin eu droit à quelque chose de différent. Une équipe d'experts de Magellan Ltd, une entreprise spécialisée dans la cartographie des profondeurs marines, s'est associée à Atlantic Productions, qui réalisait un documentaire sur le projet. Ils se sont lancés dans une mission visant à composer une image complète du Titanic. Ils ont utilisé des submersibles. Ce sont des véhicules qui vont sous l'eau, contrôlés à distance par une équipe d'explorateurs qualifiés. Ces submersibles ont plongé profondément dans l'océan. Ce n'était pas une tâche facile. Ils ont passé plus de 200 heures à collecter des informations sur toute la longueur et la largeur de l'épave. Une véritable chasse au trésor. Mais au lieu de trouver de l'or et des bijoux, ils ont recueilli quelque chose d'encore plus précieux. Plus de 700 000 images du Titanic sous tous les angles possibles. Oui, ils ont pris des photos de chaque petite partie du navire, même les moins intéressantes. Cartographier les parties recouvertes de boue était important car cela permettait de relier entre elles les différentes pièces de l'énorme puzzle. Et ça nous a permis d'obtenir une reconstruction détaillée du navire en 3D. Même si cela fait plus de 100 ans, tu peux encore reconnaître la proue du Titanic, couverte de stalactites de rouille. Au-dessus de la proue se trouve le pont du navire, où un grand trou nous donne un aperçu de l'espace qui accueillait jadis le grand escalier. Une véritable fenêtre sur le glorieux passé du bateau. Sa poupe n'est plus qu'un amas de métal tordu. Lorsque le Titanic a coulé, cette partie s'est effondrée et s'est enfoncée dans les profondeurs. La proue et la poupe se sont retrouvées séparées d'environ 800 mètres. Un vaste champ de débris entoure ce géant immobilisé au fond de la mer. Ces débris sont comme un trésor éparpillé, des décorations en fer forgé provenant du navire, des statues et même des bouteilles de champagne non ouvertes. Il y a aussi des effets personnels qui ont sombré en même temps que le navire. Par exemple, des dizaines et des dizaines de chaussures. Ce n'était pas une mince affaire que de descendre et de prendre toutes ces photos. Cela ne semble pas si difficile à première vue, étant donné que c'est un robot qui a plongé dans ces profondeurs inimaginables, et non pas des personnes. Mais étudier l'océan est difficile. 80% de l'océan n'a pas encore été exploré, cartographié, ni même vu. Les conditions sont extrêmes, et la pression est de plus en plus forte à mesure que l'on descend. Et notre véhicule a dû plonger jusqu'à près de 4000 mètres. C'est comme 12 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. En plus, il y a de forts courants dans cette zone. Alors c'était un peu comme de naviguer dans un labyrinthe aquatique. Et les submersibles n'étaient même pas censés toucher quoi que ce soit. Le moindre faux pas pouvait endommager l'épave déjà très fragile. On a l'impression que le Titanic est figé dans le temps, et qu'il sera toujours là à nous attendre. Mais en réalité, il disparaît lentement. Il est assez évident que l'eau de l'océan l'a abîmé, vu le temps qu'il a passé là-dessous. Mais ce n'est pas tout. L'épave abrite maintenant un type particulier de bactéries qui a même reçu le nom du célèbre navire. Ces bactéries ont une aptitude particulière. Elles peuvent survivre à l'intérieur de formations de rouille connues sous le nom de rosticle. Elles ressemblent un peu à des stalactites, ces pointes de glace qui se forment lorsque l'eau tombe d'une hauteur en gelant.
Ces bactéries sont friandes de fer, que l'on trouve en abondance dans la coque du bateau. Un véritable buffet pour ces créatures. Et au fil du temps, ces bactéries continueront à ronger le fer du bateau, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, le festin prenne fin avec la disparition du navire. C'est comme un processus de recyclage lent mais régulier. Ainsi, ce modèle 3D que nous avons obtenu grâce au travail acharné des chercheurs et à la technologie arrive au bon moment. Car nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour explorer l'épave. Et cela pourrait nous permettre de mieux comprendre la collision entre le Titanic et l'iceberg. Les films nous montrent toujours le Titanic heurtant l'iceberg du côté droit. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. Ces images pourraient nous aider à comprendre si le navire s'est réellement planté sur l'iceberg, s'il s'y est accroché. Nous pouvons étudier la poupe et analyser la façon dont le Titanic a heurté le fond marin. Cela nous aidera également à comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le naufrage. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir si c'est vraiment un violent incendie qui a scellé le destin du Titanic. Selon une théorie, un feu aurait fait rage pendant 3 semaines avant que le navire n'effectue son premier et dernier voyage. Cela aurait affaibli sa coque, ce qui signifie que le plus gros du travail était déjà fait. L'iceberg n'aurait fait que lui donner le coup de grâce. Et s'il y a même eu un iceberg, comme certains se le demandent. Selon une autre théorie, le Titanic aurait en fait heurté une masse de glace dérivante au lieu d'un iceberg. La banquise est constituée de grandes plaques de glace qui flottent près de la surface de l'océan et qui peuvent être difficiles à repérer. Ils pensent que cette masse a pu dériver dans l'Atlantique depuis l'océan Arctique. Selon un marin professionnel qui défend cette idée, si le Titanic avait heurté un iceberg ordinaire, le navire aurait coulé beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait. Et comme le Titanic a réussi à rester à la surface pendant une période relativement longue, près de 3 heures, il s'agissait peut-être d'un type de collision différent. Il a également dit que les témoignages des personnes présentes étaient parfois contradictoires. Il pense que ces différences seraient dues à des illusions d'optique. Lorsque les gens regardaient l'océan cette nuit-là, la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau, ainsi que les conditions particulières à ce moment, ont pu leur donner l'impression que certains objets étaient plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. Ainsi, ils ont peut-être vu autre chose que ce qui était réellement sous leurs yeux. Un iceberg ou autre chose. Des jumelles auraient pu aider les membres de l'équipage à repérer le danger potentiel, mais malheureusement, ils n'en avaient pas. Il semble qu'elles se trouvaient dans une armoire dont personne, apparemment, n'avait la clé. Il y a des chances que vous n'ayez jamais entendu cette histoire à propos du Titanic. Cet immense paquebot de luxe quittait Southampton pour sa toute première traversée vers New York, avec à son bord plus de 2000 passagers et membres d'équipage. Inutile de revenir sur les détails, vous savez déjà comment cela s'est terminé. Mais comme une série de choses ont mal tourné pendant la brève existence du navire, certains se sont demandé s'il s'agissait bien d'un simple concours de malchance. Une force obscure était peut-être à l'œuvre. Pour commencer, à peine sorti du port, le Titanic a failli percuter un autre navire, le SS New York. Comment un tel incident a-t-il pu se produire? En fait, 6 remorqueurs s'échinaient à tirer le Titanic jusqu'au fleuve pour le lancement de son périple. Le capitaine Smith était bien aux commandes, mais entre nous, il aurait sans doute eu besoin de quelques cafés supplémentaires avant de prendre des décisions aussi cruciales. Alors que le Titanic filait à bonne vitesse, sans se soucier de ce qui l'entourait, il a dépassé les navires New York et Oceanic. C'est là qu'il a viré à bâbord. Mais le déplacement d'eau provoqué était trop puissant pour le pauvre New York, qui s'est mis à dériver dangereusement en direction du Titanic. L'Oceanic, quant à lui, tanguait si fort que sa passerelle a frappé l'eau comme un seau raté dans une piscine. Heureusement, le capitaine de l'un des remorqueurs n'était pas loin et a réagi à temps. Grâce à son fidèle haut-parleur, il a appelé le Vulcan à se positionner à bâbord du Titanic pour débarquer quelques membres d'équipage. En voyant le New York en difficulté, il n'a pas hésité. Il a jeté une ligne pour freiner sa dérive. Le capitaine du Titanic, lui, devait se gratter la tête, un peu perdu face à la gestion de navires aussi énormes. Il faut dire qu'il n'avait commencé que récemment à naviguer sur des bâtiments de cette envergure. Un sacré coup de chaud, non? Et pourtant, ce n'était qu'un début. Il semblerait que la longue série de malheurs du Titanic ait pu commencer bien plus tôt. Une autre théorie avance que pendant la construction du navire en Irlande du Nord, un incendie s'est déclaré dans les soutes à charbon. Un départ plutôt mouvementé, n'est-ce pas? Si cette hypothèse s'avère juste, cela signifierait que la coque du navire a pu être endommagée par cet incident avant même de quitter le port.
Les partisans de cette théorie soutiennent qu'un incendie s'est en effet propagé dans l'une des grandes soutes à charbon du Titanic, endommageant gravement une section importante de la coque. Certains affirment même qu'il existerait des preuves photographiques pour étayer cette idée. Un lot de clichés, pris lors de la construction et de la préparation du navire pour son voyage inaugural, a été retrouvé. Ils montrent une large traînée noire sur la coque du Titanic, traînée étonnamment proche de l'endroit où l'iceberg a frappé par ce froid mois d'avril. Je sais ce que vous vous dites, cette théorie peut paraître invraisemblable. Pourtant, ceux qui la défendent ont passé des décennies à collecter des informations sur le Titanic et sont convaincus de sa véracité. Certains pensent même que l'incendie a commencé bien plus tôt que le jour où le Titanic a pris le large pour sa première traversée, environ 3 semaines auparavant. Alors pourquoi cette information a-t-elle été négligée? Tout simplement par crainte d'une mauvaise presse. Et puis, avec tout le battage médiatique autour de ce fameux navire insubmersible, il était crucial de respecter les délais prévus. Bien entendu, tout le monde n'est pas convaincu par cette nouvelle théorie. Certains estiment qu'il s'agit juste d'une idée farfelue de plus à ajouter à la longue liste des théories sensationnalistes sur le Titanic. Et si l'on vous disait qu'il existe même des rumeurs selon lesquelles une partie d'un sarcophage égyptien antique aurait été transportée à bord, cela pourrait-il avoir un lien avec le terrible destin du navire? Certains y croient fermement. Laissez-nous vous raconter l'histoire de la momie maudite, un récit qui vous glacera le sang. Au XIXe siècle, un ancien vestige égyptien, le couvercle du sarcophage d'une momie pour être précis, a été amené en Europe. Dès son arrivée, des événements étranges ont commencé à se produire. Bien sûr, certaines histoires peuvent avoir été exagérées, mais selon les journalistes, une bonne partie d'entre elles étaient bien réelles. Ces rumeurs ont attiré l'attention d'un auteur britannique qui a passé des mois à enquêter sur le sarcophage et les histoires qu'on lui associait. Il comptait rédiger un article pour démonter ces mythes, mais il s'est vite aperçu que ceux-ci étaient par trop réels. Hélas, il n'a jamais pu achever son travail, car il est mort de manière soudaine. Certains soutenaient que le sarcophage était sous la protection de génies égyptiens et mettaient en garde quiconque tenterait de s'en approcher. L'histoire de cet artefact n'a rien à envier à un récit d'épouvante. Découvert en Égypte, il fut vendu à un certain Mr. Wa lors d'une réception donnée par une célèbre dame anglaise. À son arrivée en Angleterre, il fut offert à la sœur de ce mystérieux acquéreur, laquelle fut rapidement confrontée à des revers financiers et à divers tourments. Quant au photographe qui avait immortalisé l'objet, il affirma avoir vu apparaître, sur son cliché, le visage d'une femme bien vivante. Le sarcophage finit par rejoindre les collections du British Museum, où il demeure encore aujourd'hui. Toutefois, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il aurait été embarqué à bord du Titanic et serait responsable du naufrage. Prudence, néanmoins, plusieurs sources affirment que l'objet n'a jamais quitté le musée et que cette légende aurait été montée de toutes pièces par un journaliste du nom de William Stead. Ce dernier était, en effet, l'un des passagers du Titanic, et il aurait évoqué durant la traversée l'histoire de cette momie prétendument maudite. Était-ce une simple coïncidence ou un étrange présage? Difficile à dire, mais cela ne manque pas de faire réfléchir. L'affaire prend une tournure encore plus singulière. Environ 50 passagers, saisis d'un pressentiment, choisirent de ne pas embarquer sur le Titanic à la dernière minute, acceptant de perdre le prix de leur billet. Leur intuition, bien que difficile à expliquer, paraît rétrospectivement troublante. À cela s'ajoute l'avertissement d'un astrologue irlandais, qui déconseilla formellement ce voyage. On peut douter qu'il ait discerné un iceberg dans les constellations, mais son intervention renforce le mystère qui entoure la tragédie. Un autre détail glaçant concerne les jumelles du navire. Elles étaient enfermées à clé, inaccessibles aux vigies la nuit du drame. Or, cet instrument aurait pu permettre d'apercevoir l'iceberg à temps. La clé se trouvait en possession de David Blair, un officier écarté de l'équipage juste avant le départ, et il semble qu'il l'ait emporté avec lui sans en mesurer l'importance. Ce bête oubli pourrait bien avoir scellé le sort du paquebot. Certains historiens estiment aujourd'hui que l'utilisation de ces jumelles aurait pu permettre de repérer l'obstacle à temps. D'autres, toutefois, jugent que cela n'aurait guère modifié l'issue tragique. Qui peut vraiment le dire? Peut-être la vigie était-elle absorbée par la contemplation du ciel étoilé, négligeant le danger qui se profilait droit devant. Quoi qu'il en soit, laisser des jumelles sous clé à bord d'un navire de cette envergure semble absurde.
à l'image d'un estivant omettant d'emporter sa crème solaire. En outre, il semble que le Titanic naviguait à une allure excessivement rapide. Vous vous demandez sûrement pourquoi le capitaine était si pressé. Eh bien, selon certaines sources, le capitaine Smith aurait voulu battre le temps de traverser de l'Olympique, un autre paquebot de la même compagnie. Une sorte de rivalité navale, en somme. Le problème, c'est que malgré les nombreux avertissements signalant des icebergs, le Titanic a continué sa route à pleine vitesse. Honnêtement, on peut s'étonner d'une telle décision. Lorsqu'on sait qu'il y a des dangers sur la trajectoire, ralentir semble relever du simple bon sens, n'est-ce pas? Finalement, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, aux alentours de minuit, le Titanic heurta un iceberg et sombra dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Il ne disposait que de 16 canots de sauvetage en bois et de 4 pliables, soit bien en deçà de la capacité nécessaire pour accueillir tous les passagers. Ce naufrage, l'un des plus retentissants de l'ère moderne, suscita chez beaucoup une fascination pour l'au-delà. Nombreux furent de ceux qui, dans leur désespoir, se tournèrent vers des médiums afin de recevoir un signe de leurs proches disparus. Mais aucun témoignage crédible ne vient confirmer qu'un contact avec les victimes ait réellement eu lieu. Le Titanic a coulé le 14 avril 1912, emportant avec lui tous les biens des passagers ainsi que les équipements du navire dans les profondeurs sombres des océans. Ces objets ont patiemment attendu d'être retrouvés jusqu'en 1985. Malgré la rapide disparition du navire, des plongeurs dans de petits sous-marins ont réussi à récupérer de nombreux artefacts de l'épave. Si tu te demandes à quoi ressemblent ces objets surprenants, alors suis-moi. Un certain nombre de musées possèdent des collections d'objets du Titanic ayant été récupérés par des plongeurs ou donnés par des survivants et leurs proches. Certains de ces objets sont même vendus aux enchères. Alors si tu es prêt à dépenser une jolie somme pour un artefact unique, pourquoi pas? Le premier artefact sur ma liste est la montre de poche de John Chapman, passager du Titanic en lune de miel avec sa femme Elizabeth. Quand le paquebot a heurté l'iceberg, Elizabeth a eu une place dans un canot de sauvetage à côté de son ami, Emily Richard. Mais M. Chapman ne pouvait monter. Fidèle à son amour, Elizabeth s'est détournée de l'embarcation en disant « Adieu. Si John ne peut pas monter, alors moi non plus. » C'est là une démonstration poignante de l'amour véritable. Peu après, le navire a sombré. La montre de poche de Chapman, soigneusement examinée par les experts, révèle un détail déchirant. Elle s'est arrêtée vers l'heure du naufrage. Te souviens-tu de la scène emblématique du film Titanic où l'orchestre du navire continuait à jouer alors que celui-ci sombrait? Le violon, joué par le vrai musicien, a été vendu aux enchères pour 1,7 million de dollars en 2013. On dit que l'orchestre a joué « Nearer, my God, to thee » alors que le paquebot sombrait. Puisque nous avons évoqué le groupe, nous pourrions également faire la lumière sur un morceau de musique trouvé sur le navire. C'était la chanson « Put your arms around me, honey ». Étant donné que le papier se détériore presque instantanément au contact de l'eau, c'est un miracle de voir ces documents. Le menu du déjeuner fait aussi partie des documents papier préservés. Vêtus de leur belle tenue, les passagers en première classe savouraient leur déjeuner sans savoir que c'était le dernier. Cet objet unique a été vendu aux enchères pour 122 000 dollars. Les repas étaient adaptés à la classe, par exemple. On dégustait de la dinde rôtie, de l'agneau de printemps ou du haddock au four en première classe. En comparaison, un déjeuner en troisième classe était composé de soupe de riz, de pain frais, de rôti de bœuf et de sauce brune. Il y avait aussi des biscuits de cabine que les passagers mangeaient pour atténuer le mal de mer. En plus du menu, un billet VIP a également été récupéré. Le numéro du billet reste lisible. 342. À la 5e place, on a des échantillons de parfums édouardiens. Un chimiste du nom d'Adolphe Saalfeld a embarqué sur le Titanic avec divers échantillons de bouteilles de parfum. Pourquoi les avait-il avec lui? Eh bien, Saalfeld prévoyait d'ouvrir une parfumerie en Amérique. 61 flacons de parfum ont coulé avec le navire. Heureusement, leur propriétaire a survécu. Mais ces échantillons ont coulé et n'ont été redécouverts que récemment par les plongeurs. Lorsqu'on fait tomber une assiette par accident, elle se brise généralement en morceaux. Mais as-tu déjà imaginé récupérer une assiette intacte du Titanic? Eh bien, c'est possible. Les vaisselles originales de la White Star en sont la preuve. Apparemment,
Chaque classe de passagers avait non seulement des repas différents, mais aussi des assiettes différentes. Les assiettes retrouvées ont un motif floral vert et marron, une bordure dorée et un logo au centre. Au fait, elles sont vendues aux enchères et sont disponibles en ligne. Poursuivons avec des histoires personnelles émouvantes. La romance de Rose et Jack dans le film est fictive, mais le navire a certainement été le témoin de nombreux récits romantiques. Voici une lettre d'amour pour le prouver. Les messages nous racontent la vie à bord pendant les derniers jours. Cette lettre, datée du 10 avril, a été écrite par Kate Buss. Elle mentionne entre autres qu'elle avait le mal de mer ou encore qu'elle devait dîner dans une demi-heure. Cette lettre n'était pas la seule que les plongeurs ont remontée à la surface. Par exemple, il y a la lettre qu'Esther Hart a écrite à sa petite fille Eva. La lettre a été vendue aux enchères pour 119 000 €. Il s'agit probablement de la dernière lettre ayant été écrite à bord, puisqu'elle a été écrite seulement 8 heures avant la tragédie. Elle n'est pas trop endommagée car elle était dans la poche du manteau du mari d'Esther. Une autre lettre qu'on peut mentionner est celle du docteur John Simpson. C'est un de ses derniers mots à sa mère. Laisse-moi te présenter Edith Rosenbaum. Elle était à bord avec son cochon porte-bonheur. Edith avait été gravement blessée dans un accident avant de prendre le paquebot. Sa mère lui avait donné ce jouet pour la soutenir pendant sa convalescence. En réalité, c'était une boîte à musique en forme de cochon. Edith s'en est servie pour apaiser les jeunes effrayés dans son canot de sauvetage. L'objet suivant est le sifflet de Lillian Winifred Bentham, une passagère en 2e classe. Au cours de cette terrible nuit, Lillian était dans sa cabine. Elle ne croyait pas au naufrage du Titanic. Après tout, c'était le navire insubmersible. Son ami l'a finalement persuadée de monter dans un canot de sauvetage. C'est à ce moment-là qu'elle a compris la gravité de la situation. Peu de temps après, elle a vu le navire se briser en deux. Alors que le canot de sauvetage dérivait dans la nuit, Lillian a aperçu un membre d'équipage qui avait également été secouru. Sans hésiter, elle l'a enveloppé avec son manteau de fourrure. Il faisait un froid glacial. Elle a donc probablement sauvé la vie de cet homme avec son geste. En signe de gratitude, l'homme lui offre son sifflet, qu'il avait utilisé toute la nuit pour appeler à l'aide. Cette paire de gants blancs en coton est l'un des artefacts les plus rares ayant été récupérés du Titanic. Ils appartenaient à un gentleman, dont l'identité reste inconnue. Généralement, un tissu ne résiste pas à une immersion sous l'eau pendant des décennies. Mais ces gants ont l'air bien conservés, avec des détails fins et une élégance toujours visible. On a également retrouvé une cloche d'alarme. Oui, c'est la fameuse cloche, celle qu'on a sonnée pour avertir les gens de l'iceberg. Frederick Fleet et Reginald Lee étaient aides de garde cette nuit-là. Tous deux ont survécu. C'est Fleet qui a aperçu l'iceberg avant que le navire ne le percute. Ce qui est ironique, c'est que Fleet et Lee n'avaient pas accès aux jumelles. Elles étaient rangées tête dans une armoire dans le nid de pie. Cependant, la clé de cette armoire se trouvait dans la poche d'un membre d'équipage qui avait été réaffecté à la dernière minute sur un autre navire. S'ils avaient des jumelles, ils auraient repéré l'iceberg plus tôt et le Titanic aurait sûrement pu éviter la collision. Les plongeurs retrouvent non seulement les effets personnels des passagers ou de l'équipage, mais aussi des éléments appartenant au navire lui-même. Le prochain artefact est le grand escalier, dont certaines parties sont récupérées de l'épave. Il est devenu un lieu de rencontre pour les passagers en première classe. S'ils voulaient visiter les bains turcs pour une journée spa ou dîner, ils se retrouvaient à l'escalier et y allaient ensemble. Celui-ci témoigne du luxe à bord du Titanic. Un autre objet miraculeusement préservé du Titanic est son plan. Un des artefacts les plus chers vendus aux enchères, et qui fait environ 10 mètres de large. Quoi d'autre? On a également retrouvé le logomètre, un appareil utilisé pour vérifier la vitesse de navigation du navire et la distance parcourue. Les experts disent qu'à partir du départ à midi, le 14 avril, l'appareil a enregistré 268 miles marins. Et ce n'est pas tout. On a également retrouvé un énorme morceau de coque, connu sous le nom de Big Piece, et qui pèse 15 tonnes. Les plus grands hublots étaient pour les cabines, et les plus petits pour les toilettes. Cette pièce a été trouvée en 1994, mais c'est en 1998 qu'on a réussi à la remonter.
Après toutes ces années passées sous l'eau, elle était infestée de vie marine, mais étonnamment, les hublots avaient toujours du verre. Imaginons que tu sois plongeur et que tu ne puisses récupérer qu'un seul de ces objets. Lequel choisirais-tu ?